Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. 700 millions de francs CFA, c'est le montant mobilisé hier par des entreprises pour la reconstruction du nord-ouest, des régions nord-ouest et sud-ouest en crise. Un montant qui, il faut le reconnaître, aurait pu être plus important à l'occasion de la réunion d'appropriation par le secteur privé du PPRD, entendez par là plan présidentiel pour la reconstruction et le développement du nord-ouest, des régions du nord-ouest et du sud-ouest, sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement. Le président du GICAM, groupement interpatronal du Cameroun, va exprimer son scepticisme, le scepticisme qui habite les chefs d'entreprise chaque fois qu'ils sont sollicités pour soutenir des initiatives gouvernementales. Pour Célestin Tawamba, le patron des patrons, l'utilisation par le passé des fonds mis à la disposition du gouvernement n'a pas toujours bénéficié de la nécessaire transparence dans son utilisation. Pour dissiper le voile d'inquiétude qui, mieux que le Premier ministre, choque du gouvernement pour le faire. Le gouvernement n'entend pas s'immiscer dans la gestion des microprojets issus du plan de reconstruction. Sur le terrain, les microprojets seront menés par des entreprises elles-mêmes en partenariat avec la commune et les conseillers régionaux sous la supervision du PNUD. Entendez, Programme des Nations Unies pour le développement, c'est ce qu'a tenté de dire devant les patrons hier le chef du gouvernement, type Dr Joseph John Gouté. Le coordonnateur du PPRD, quant à lui, qui va aller dans le même sens que le Premier ministre chef du gouvernement, il va dire qu'il ne gère pas les fonds qui sont mis à sa disposition. Mais lui ne dispose que de la signature pour s'assurer de la conformité des actions à mener sur le terrain. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé. Tout de suite après, je vous retrouve pour le débrief du journal. Gestion des fonds de reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest par le PNUD. Le meilleur risque, c'est une interrogation, madame, monsieur, pour tenter donc de répondre à cette question. Nous avons invité en plateau ce soir Maître Joseph-Claude Biliga. Bonsoir, Maître. Bonsoir. Je voudrais dire bonsoir à mes co-panélistes, à vous-même, à vos milliers, aux millions de téléspectateurs, à vos techniciens également. Voilà, merci. Barrister, you're welcome once again. Thank you, Mr. Sesh. It's a pleasure being here, and I wish good evening to my senior colleague, Barrister Biliga, and my other co-panelists. And we're here to edify the population of what is happening in regards to construction of NOZO. Okay. It's a pleasure being here. Voilà, merci. Barrister Kamwa Limen. Alain Djipou, bonsoir. Bonsoir, Serge Alain Autou. Bonsoir, Maître. J'allais dire maître au pluriel. C'est un plaisir d'être à nouveau sur ce plateau pour débattre, n'est-ce pas, du sujet retenu ce soir. Voilà, lundi pour du quotidien Le Messager. Exactement. C'est bien cela. Ça n'a pas changé pour l'instant. Voilà, à côté de vous, Maître Fabien Kenyé. Maître Fabien Kenyé, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bonsoir, monsieur le conseiller. Né dans le corps des trésoriers, des avocats par rapport à mon trésorier de l'ordre. Oui, entre autres. Pour être trésorier, il fallait déjà être membre du conseil de l'ordre. Voilà, justement. C'est ça, pour ça que je dis conseiller. Et lorsque j'ai eu dit ça, je voudrais dire un bonsoir particulier au département de la Mine Noire dans la région de l'Ouest. Okay. Parce que moi, personnellement, ou bien mon parti MSI a des militants d'une conviction inébranlable qui ont compris depuis très longtemps que le renouveau ne peut plus rien du tout nous apporter. C'est d'autant plus que cela a été érigé en comment dirais-je, en centre du savoir, l'universalité du savoir. Parce que si vous voulez, il se susurre ou se murmure
que pour véritablement former les enfants ou pour qu'ils soient dans une certaine quiétude, il faut les envoyer à l'université de Tchang, qui se trouve être parmi l'une des universités les mieux citées ou les mieux cotées en Afrique. Et les jeunes qui y sont, avec la conscience de leur mal-être, sont aujourd'hui pour certains, puisque pour la plupart ils sont des majeurs, ils sont les militants du MLC, autant pour moi. Ils l'ont démontré à plus d'une fois, surtout lors des élections présidentielles du 7 octobre 2018, au cours desquelles ils avaient plébiscité son excellent, le président professeur Maurice Kamto, comme président élu du Cameroun. Malheureusement, comme rien ne marche dans ce pays, on en est là où on en est. Merci beaucoup. Merci. Oui, je voudrais juste réagir un peu. Il veut réagir. Juste pour confirmer que l'université de Tchang, c'est l'une des meilleures universités. Enfin, on a eu l'occasion de le vérifier lors de l'examen d'accès à la profession d'avocat. Tout à fait. Merci, grand frère. Et il y avait vraiment les meilleurs venaient de là. Oui, ça c'est un fait. Et de l'autre côté, j'apprécie mon frère, jeune confrère. Il a une façon de pleurer. Chacun a sa façon de pleurer. Nous savons tous que le docteur Folefak, qui est de l'autre côté. Je vais parler de personne d'autre. Non, laissez-moi dire. Je vais parler de mon département. Laissez-moi dire. Donc, vous ne connaissez pas l'université qui est de la Ménois, donc est parti. Il a démissionné de ce parti. Et je comprends que mon confrère veut tirer avantage de la démission, en fait, parce qu'il s'est dit qu'on va lui poser des questions sur cette démission-là. Non. Dans tous les partis politiques, il y a des gens qui viennent, qui partent. Moi, je pense pas que ce soit un sujet vraiment de débat. Vous n'avez pas besoin de commencer à vous justifier aujourd'hui. Si vous saviez que vous avez beaucoup de militants à Tchang, vous serez à des élections législatives. Je n'ai jamais parlé de personne. Vous aurez pu mettre ces militants dans les mairies, et partout Ok, ailleurs. merci beaucoup. Ceci étant dit. Alain Djepou, je commence par vous, le Premier ministre du gouvernement, type docteur. Joseph John Gouté était à Douala hier, comme tu l'as dit. Il est venu discuter avec les patrons, hein. Voilà, du Zigam, 1 milliard 200 millions de promesses dans la cagnotte. Est-ce que vous êtes de ceux-là qui pensent que ce n'est rien, c'est insignifiant, qu'il est rentré bredouille? Bon, je ne dirais pas jusque-là. Avancer. Est-ce que 1 milliard 200 c'est rien? En une seule journée, une promesse. Je vais répondre à votre question très sincèrement. Je voudrais d'abord faire remarquer que c'est quand même de l'inédit. Depuis que le JICAM a été créé, voilà 64 ans, 57, qu'un Premier ministre effectue un déplacement à l'immeuble siège du plus grand patronat du Cameroun, l'une des organisations patronales la plus importante de ce pays. Et le motif du déplacement en valait quand même la peine. Parce qu'il s'agissait quand même pour le Premier ministre de venir présenter un plan dit présidentiel de reconstruction et de développement des régions du Nord-Ouest, dont la paix est toujours menacée de ce côté. Et cette crise à la fois sécuritaire et sanitaire n'a pas épargné les deux régions du fait de cette guerre qui n'aurait pas dû être, qui n'aurait même pas dû commencer. Les dégâts sont tellement importants que le gouvernement a estimé qu'il fallait commencer à faire quelque chose pour permettre le retour de plusieurs centaines de compatriotes qui sont essaimés à l'étranger et en déplacement interne, pour réhabiliter des infrastructures à caractère socio-économique, pour relancer même l'économie locale de ce côté. Vous savez très bien que ces deux régions, à elles seules, contribuent à hauteur de 16,13% au produit intérieur brut du Cameroun. Donc, avec la crise sécuritaire, la crise sanitaire en su, ces deux régions qui ont été déclarées économiquement sinistrées. Donc, il était donc urgent pour le gouvernement de faire quelque chose de ce côté, histoire de sauver les meubles. Maintenant, est-ce que ce qui a été récolté dans la cagnotte représente quelque chose? C'était ça le fond de votre question. Je vais dire que je suis plutôt perplexe à l'image même de M. Tawamba, parce qu'on observe qu'ailleurs, sous d'autres latitudes, face à la crise sanitaire, les chefs d'entreprise
sont sollicités, sont appuyés, sont accompagnés. Les chefs d'entreprise bénéficient du soutien constant de certains États. Chez nous, malgré un contexte de Covid, malgré qu'il y ait un impact fort négatif sur le tissu économique et industriel que l'on sait, bizarrement, c'est le même gouvernement qui vient encore tendre la main à ces opérateurs économiques pour qu'ils participent à l'œuvre de construction qui est en réalité, qui fait partie des pouvoirs, des missions régaliennes de l'État. Donc c'est là où il y a un problème de fond, et le président du GICAM l'a relevé hier, pour dire tout simplement que on ne comprend pas cet empressement du gouvernement à venir solliciter les créateurs de richesses, qui ne bénéficient pas véritablement d'un soutien, j'allais dire, important du gouvernement pour ce qui est de l'impact négatif du Covid sur ces entreprises. Combien d'emplois ont été perdus? Combien d'entreprises ont fermé boutique? Combien de familles sont en désolation aujourd'hui du fait, n'est-ce pas, de cet impact négatif de la crise sanitaire? C'est des familles éplorées, c'est des personnes qui sont sans emploi, dans un contexte où il n'est même pas évident pour tout le monde de joindre les deux bouts. Donc, la visite du Premier ministre, de mon point, sur le plan historique, on retient que c'est de l'inédit. Maintenant, l'enjeu en lui-même, est-ce que ça valait la peine qu'il fasse ce déplacement? Je pense qu'il a pu convaincre le milieu des affaires. Surtout que, en dehors de la SABC sans publicité et quelques opérateurs, il y a des organisations importantes du patronat, qui sont les membres du patronat, les associations d'assurance, les associations de banques, qui ont fait des promesses allant de l'ordre de plus de 100 milliards francs CFA. Pour dire que le milieu des affaires est préoccupé également par ce qui se passe du côté des régions du Nord-Ouest. Ils ont intérêt à ce qu'il y ait aussi également un retour à la paix. Vous savez très bien qu'on ne peut pas reconstruire le Nozo aujourd'hui si tant est que les armes continuent de crépiter de ce côté. Et maintenant, il semble que, il me semble que, selon toute analyse, le gouvernement qui donne l'impression d'avoir compris que les options militaires et guerrières qu'il a toujours prises ont tendance à montrer leurs limites. Peut-être c'est l'économie qui peut faire en sorte que la pacification de ces régions-là soit effective. C'est d'autant que la plupart des jeunes gens qui sont enrôlés dans les bandes armées sont des jeunes en quête d'emploi. C'est des jeunes oisifs. C'est des jeunes, des voyous qui fument, qui consomment du cannabis, qui consomment des stupéfiants. Et donc, désœuvrer à la merci, n'est-ce pas, des manipulations idéologiques et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, si on peut troquer, pour reprendre la formule de M. Tawamba, si on peut troquer l'arme par un emploi, je pense que le Nord-Ouest sera en paix. Voilà, Barista, troquer l'arme pour un emploi. Ça, c'est ce que vous avez toujours pensé. Il faut d'abord pacifier ces zones avant de penser à une quelconque reconstruction. Mais déjà, on nous dit que 3 milliards ont déjà été consommés sur les 10 milliards obligés par l'État en lui-même. You see, Serge, what happened yesterday is a manifestation of financial frustration from the government. It's very indicative that the government does not have the means necessary to build up Nozo. And you see, when they told the government that war was not the best option to take, you know, they underestimated the strength of the adverse party. And you see that government spent a lot of money to send military, to buy equipment and send military to Northwest. And then we are talking about things, properties that were destroyed and companies that were destroyed. Now, you know, there can never be a meaningful development when killings and destruction is still going on. I think
instead of the government to work out to look for finances to solve a problem, it's better they solve the root cause of the problem. We all know the root cause of the Anglophone problem, and it stems from 1972. The system of government was changed illegally. And so why don't we go to something which is feasible, something which is reasonable, something that is going to spare us from bloodshed, and we are looking for money. Now, when they collect the money, what happens to the money? We are used to the system where even money that was sent to Cameroon for COVID, you see people embezzle the money, and you see ministers being summoned to come and answer questions on that. You see, the system is so bad that even if they get the money from GCAM or from every other donor, it's not going to be properly managed. But the truth about the issue is government should, at least, it has dragged on for getting to 5 years, should recognize the fact that because it is already the government is already confessing by that act that they don't have the money. Before they went to war, there was money. I know that immediately they started the Anglophone crisis, they centralized the budget. Everything, you go to every region, they'll tell you that no, the central treasury that manages everything. And you see where we find ourselves today. We don't have the means to even develop other regions, because, and then let me draw your attention to the Lokpom road. We've been suffering there for almost 4 months, and they don't have money, they don't think about that. Mais ça va déjà, non? On a mis les... Non. Il n'y avait pas les pavés là-bas? Non. Comment ça? Non. Il y a un parti, peut-être 5-10 mètres. Non. 10 mètres? Moi, je suis de Makepe. Même pas Lokpom, je suis de Lokpom. Non, je compte très bien la route. Hein? Je la prends pratiquement tous les jours. L'endroit le plus mauvais même a été abandonné. Oui. Par contre, ils sont venus même peut-être détruire la route. Il fallait nous laisser la route comme c'est. Ah bon, vous pouvez... Oui, ils ont détruit la route parce qu'ils ont fait à ce que l'eau maintenant, au lieu d'aller au bord de la route, l'eau est au milieu de la route. Ouais. Vous comprenez? So, Serge, the government should have understood the first lesson, that war was not the option. They have understood the second lesson, that they don't have the money. You know, Alain is very indicative. If the Prime Minister himself leaves Yaoundé to come and ask for money, it shows you at what level the government is humble. The government has been humbled by the situation. And I think the problem is very pressing in the mind of the Prime Minister, whom I think is doing a good job in the back system. And so I just hope that we come to reality. Senior is doing a good job in the back system. So I just hope that since they have started understanding that they need to come to the people, they have come to the business people, and very soon they'll come to everybody. And what we're going to tell them is that drop your arms. You cannot be fighting war against your own people. It is unnecessary. Ok. Maître Biliga, 1,2 milliard de promesses. Est-ce que c'est pour vous c'est négligeable ou c'est un début, un premier ministre qui se déplace? Moi, je pense que ce qu'il faut apprécier d'abord, c'est comme mon voisin et mon jeune confrère. Vous sentez quand même la réticence. Les patrons, les capitaines d'industrie n'étaient pas... Ils disent qu'ils ont souvent contribué par le passé, mais ils sont un peu sceptiques. Vous comprenez le scepticisme? Je suis en train de vous répondre en vous disant que c'est déjà bien, et mon confrère l'a si bien dit, que le Premier ministre du gouvernement se soit déplacé, ce qui est un signe de ce qu'on peut appeler l'humilité du gouvernement. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que, on entend tout à l'heure, Alain l'a également dit, c'est un plan présidentiel de reconstruction, de développement, qui est un plan de 89 milliards, 89 milliards, près de 90 milliards. Le Cameroun avait donné 8 milliards 900 millions, qui représente à peu près 10%. Vous savez qu'en février dernier, il y a le Japon qui nous a accordé 1 milliard 500 millions dans le cadre de ce projet, de ce plan-là. Il est tout à fait normal que les Camerounais eux-mêmes, ils mettent la main dans la poche. On l'a vu dans l'ordre de coup de cœur avec l'extrême nord, on a vu. Ça veut dire que nous devons nous-mêmes prendre, sa possession de notre défense, de notre pays. Et c'est pour cette raison que c'est très souvent ici sur ce plateau, d'autres quand même, j'ai l'habitude de dire que lorsque j'apprends par exemple que le siège de l'Union européenne africaine a été conçu par un don chinois, ça me rend malade en me disant, mais nous sommes des Africains, nous pouvons bien construire notre siège de l'Union africaine. C'est-à-dire que chaque fois que nous pouvons aider pour nous-mêmes, de nous aider nous-mêmes, c'est bien de le faire. C'est la raison que je dis que c'est bien que le GICAM puisse
donner de l'argent, parce que c'est la paix qui aura, cette reconstruction permet la création des emplois, permet également que beaucoup d'autres, avec ces créations d'emplois, qu'il y ait d'autres membres du GICAM, d'autres membres, d'autres structures qui viennent dans le GICAM. Tout à l'heure, j'ai suivi Alain dire une chose que je ne suis pas totalement d'accord avec lui. Certes, la crise est là, elle est réelle, mais je pense qu'elle est moins ressentie au Cameroun que dans beaucoup d'autres pays. La crise sanitaire, vous voyez, dans certains pays, il y a, même à présent avec la deuxième vague, il y a eu beaucoup de confinements. Chez nous, il n'y en a pas. Je pense, sauf si je me trompe, ce genre de confinement. Au niveau des entreprises, c'est catastrophique, mais... Je sais, je suis un jeune entrepreneur, hein, nous aussi nous sommes des entrepreneurs, on le ressent à travers nos factures qu'on envoie, qu'on ne paye pas, etc. Mais on peut dire que lorsqu'on regarde la première vague au cours de laquelle il y avait beaucoup plus de télétravail, où le bureau était fermé, aujourd'hui on peut dire que c'est moins que ça. Je veux dire qu'il y a un désir mieux et c'est normal que les entreprises puissent pouvoir intervenir. Je vous assure que s'il y a un an, en mars, mai, avril l'année dernière, on aurait demandé aux entreprises de le faire, elles n'auraient jamais pu le faire. C'est également un signe que ça commence à marcher, il faut encourager cela. Il faut encourager cela, mais il faut également encourager, et là je suis d'accord avec mon confrère, le fait qu'il faut que la paix revienne. La paix doit impérativement revenir. Mais il faut noter une chose, il n'y a pas de paix sans la volonté des protagonistes d'arriver à la paix. Je pense quand même qu'on peut tout nier au gouvernement, mais on peut quand même accepter que le gouvernement a posé un certain nombre d'actes qui allaient dans le sens de la paix. Et peut-être qu'en face, il n'y a pas toujours eu cette main tendue, n'a pas toujours été acceptée. Il faut également le dire, parce que lorsqu'on a tendance à toujours taper sur le gouvernement, on ne rend pas service au pays. Parce qu'en tapant sur le gouvernement, on dit aux autres, vous avez raison. Si vous avez raison, continuez à faire cela, parce que le gouvernement ne fait pas assez. Par contre, si on dit oui, le gouvernement fait, le gouvernement doit continuer à faire, mais vous aussi, écoutez le gouvernement, je pense que ça permet un peu d'évoluer. C'est ce que je dis, le gouvernement fait. Peut-être qu'au début, tout le monde l'a reconnu ici, il y a eu une sorte de déni de la réalité, quand on disait qu'il n'y avait pas un problème dans le nord-sud-ouest. Aujourd'hui, je crois que nous sommes tous d'accord qu'il y a eu un problème là-bas et qu'il faut le régler, et on est en train de trouver les moyens pour le régler. Aujourd'hui, la réticence des chefs d'entreprise, pour moi, est peut-être légitime compte tenu de ce que... tous les précédents. Hein. De tous les précédents, de ce que nous vivons tout de suite là avec cette histoire de Covid. Mais il faut quand même noter qu'il y a un organisme crédible qu'on appelle le PNUD, qui rentre quand même en jeu dans l'implémentation de ce plan présidentiel de redressement et de développement, qui joue un peu le rôle des trésoriers et qui contrôle que l'argent qui est sorti a été utilisé à bon escient. On aurait bien souhaité que cela ne fût pas le cas, c'est-à-dire que, par exemple, dans le cas de notre indépendance, notre souveraineté, que nous puissions avoir des structures, des mécanismes qui permettent que, lorsque l'argent sort, cet argent est bien utilisé, qu'on n'ait pas besoin de passer par le PNUD pour pouvoir contrôler. Mais le PNUD également joue un rôle un peu de, comment je peux dire ça, je parle peut-être de facilitateur, mais le fait que le PNUD soit là, ça permet à beaucoup d'États ou beaucoup de structures d'avoir plus confiance en déposant, en portant de la contribution. Moi, je souhaite simplement que cette contribution permette effectivement le développement de ces régions, la reconstruction de ces régions, et que les problèmes qui avaient été évoqués, notamment le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois, que des emplois soient créés, que la CDC, excusez-moi, reprenne, parce que c'est quand même l'un des plus grands employeurs. Deuxième après l'État. Hein. Deuxième après l'État reprenne, et que des raisons pour lesquelles certains de nos frères, de nos compatriotes avaient pris des armes pour aller en brousse peut-être du fait de la loisiveté, que ces raisons disparaissent. Il reste un autre problème qui est le problème politique. Et là, j'avoue que ni vous ni moi, nous pouvons le régler. C'est-à-dire que si le gouvernement dit nous sommes prêts à donner une certaine autonomie aux régions avec ce type de particulier qui a, en tenant compte de la spécificité des nord ou sud-ouest, mais nous ne sommes pas prêts à diviser le pays, et que les autres disent que non, nous c'est l'indépendance que nous voulons, je pense qu'il est difficile qu'on puisse rapprocher les deux positions. Elles sont extrêmes, une position qui consiste à faire la partition du pays, et l'autre qui pense qu'on doit plutôt autonomiser un peu plus des populations pour qu'elles se prennent en charge et qu'elles développent elles-mêmes leur potentialité. Ok. Maître Fabien Kenyé, sur cette situation, le PNUD qui va gérer les fonds pour la reconstruction et le développement des régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun, quelle appréciation vous faites au regard du contexte? L'appréciation que vous faites de
nouvelle orientation, on va le dire comme ça. Ces gens-là, avant d'en arriver... On a perdu notre indépendance, entre guillemets. Avant d'en arriver à la gestion de fonds, parlons des fonds. Oui. Je vais commencer par une citation qui m'a presque suivi tout au long de mon éducation, de ma formation intellectuelle, qui est de Wole Soyinka, qui dit « Quand le tigre te sourit, ne dis pas qu'il te salue. » N'est-ce pas? Parce que par la chute, il pourra te dévorer. Je vais vous étonner en disant que je suis de formation scientifique. J'ai l'avantage d'avoir un parrain qui m'a fait beaucoup lire et ça qui m'a permis d'accéder à la noble profession qui me permet de côtoyer mon excellent confrère pour qui j'ai beaucoup d'estime et qui même apparemment qui est maître Biliga. Je puis vous l'assurer. Quand j'ai eu fini de décrypter un peu cette citation-là, sur le plan de la forme, c'était bien beau que l'État du Cameroun, qui est le nôtre, arriva un tout petit peu par une certaine représentation pour rencontrer les patrons, pour rencontrer les patrons d'entreprise. Vous savez, les patrons des entreprises qui font de bonnes intentions, là, leurs contributions viennent d'où? Ailleurs sur d'autres dossiers, je crois que mon confrère lui-même l'a dit, c'est le gouvernement qui se sert de ces gens pour produire la richesse. Nous avons cependant, à contrario le malheur dans notre pays, de tuer ces gens, n'est-ce pas? Pour dire quoi? Au-delà de leurs bonnes intentions là, nous avons la région anglophone qui est amputée sur le plan économique de pratiquement 25% du budget de l'État. Ces personnes qui sont dans ces bonnes intentions trouveront la richesse où trouveront leur contribution. D'où? Pour accéder à cette forme de conciliation. En plus, qu'est-ce que le nôtre demande? Le plan de construction là, il est demandé par qui? Il est demandé par qui? Qui l'a sollicité? Il faut qu'on cesse de se voiler les yeux. Sur le plan du fond, peut-être c'est par là que j'étais en train d'embrayer. Qui est demandeur? Il y a eu destruction. Qu'est-ce qu'on fait? On ne reconstruit pas? Qui va reconstruire? Et pour le temps de l'équipe? L'équipe Paul Tasson, on parle de réhabiliter 150 écoles, 115 centres de santé, 40 ponts, 400 points d'eau, 500 km de lignes électriques basse tension, 45 marchés, 12 000 maisons. Le gouvernement 25 000 hectares de plantations. Le gouvernement camerounais tel qu'il fonctionne aujourd'hui est totalement disqualifié pour y procéder. Et je peux vous dire, il y a beaucoup de personnes qui préféraient mourir de faim que d'être nourri par le diable. Pour autant qu'on ne s'asseye pas. Ça, c'est psychologique. Les anglophones aujourd'hui n'ont pas besoin de reconstruction. Donc ça, c'est l'image du tigre qui sourit là. Je suis là-dessus. Ah, ok. Les anglophones n'ont pas faim. Comment ça? Ils ont un problème de dignité. Ils demandent à ce que, n'est-ce pas, le contrat autour duquel nous avions convenu. Je crois que ça doit être le 1er octobre 1961. Non, le contrat de Fumban. Le contrat de Fumban. Ce qu'ils demandent, c'est une question de dignité. Serge Alain. Mais nous n'avons pas les yeux. Ils demandent que nous assignions pour dire que nous avons décidé de cheminer ensemble. En cours de route, vous nous avez dupés. Ce n'est pas de la famille qu'il s'agit. Il y a des gens qui meurent au désert, ils n'ont pas besoin de manger. Il y a des gens qui dorment dans la forêt, ils n'ont pas besoin d'abri. C'est pour ça que je dis que c'est encore une duperie de plus. Le point fondamental dont nous avons besoin ici au pays, là, nous n'avons pas les yeux, c'est de s'asseoir. Que dit mon confrère Limen qui est anglophone, que dit Maître qui est francophone, Maître Liga, Maître Landipou. Nous sommes trompés. Asseyons-nous comme des frères. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'était la première partie de mon propos. Quand on vient maintenant à la gestion de la cagnotte éventuelle, dont je doute, n'est-ce pas? Les assurances. Dont je doute. Le PNUD qui va gérer. Le PNUD. Il fallait assurer les patrons. C'est une honte pour nous. J'ai posé cette question. C'est une extrême honte pour nous. Dans les pays normaux,
On n'a pas besoin. Est-ce que- Pour la famille, Il faut peut-être ça, parce que, entre guillemets, pour parler de manière triviale, on se connaît. Entre nous. vous qu'on est obligé de... me l'enlevez dans la bouche. Au Cameroun, les fonctionnaires sont devenus plus riches. Qu'est-ce que les opérateurs économiques dont on va solliciter le monde? On dit au Cameroun, on vole de l'argent en termes de milliards. Pour moi, sur le plan de la souveraineté, sur le plan de la dignité, que j'évoquais tout à l'heure, c'est une honte pour moi, en tant que Camerounais, de laisser, c'est-à-dire la gestion de mon propre argent par un tiers. Parce que dans ce tiers-là, n'est-ce pas, il y a des gens qui seront rémunérés et cette rémunération va appauvrir davantage notre pays. Il faut bien, vous me posez la question, le PNUD va gérer pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Vous êtes à la fin, sans se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. C'est le gouvernement kleptocratique, le gouvernement de prébandiers, de prévaricateurs de la fortune publique qui ont fait en sorte que c'est la conséquence du doute qui est essayé aujourd'hui dans nos esprits camerounais. Si le pays même avait un temps pour estimer que nous sommes dans un digne, ils n'accepteraient pas de se mettre autour de cet arbre. Donc pour moi, c'est comme un pétard mouillé. Ça ne va pas résoudre, s'il vous plaît, Serge-Alain. Oui. Je vous le dis, les anglophones, je le répète, n'ont pas besoin de construire ce qui a été détruit. Parce que si on n'y prend pas bien soin, on va encore détruire le peu qui reste encore. C'est un problème de dignité qui se pose dans la zone anglophone. Ce n'est pas un problème de construction. C'est même la charrue avant les bœufs. Merci Maître Kenyé. Alain Djipou, le PNUD, c'est le meilleur risque, comme intitulé la thématique ce soir. Pour reconstruire, c'est le meilleur risque. Dans notre contexte, le décor a été planté par Maître. Voilà. Vous savez très bien qu'on est dans un environnement où la corruption, la prévarication, la concussion sont chevillées au corps de certains gestionnaires de fonds. Et tout cela sous le regard, j'ai même envie de dire complaisant, Encore plus des hauts responsables de ce pays. Parce qu'on ne voit pas, il y a comme une forme d'impunité. On va me brandir quelques têtes qu'on a envoyées au NIOF pour dire qu'on a... Non mais avec Covid là, ça bouge, non? Qu'est-ce qui bouge? La gesticulation. Non, c'est la gesticulation. Vous avez vu qu'on a attrapé qui? Mais est-ce qu'il y a quand même la présomption d'innocence? Non, mais attends. Est-ce que la justice c'est comme ça? Je suis entouré de... Non, on a des... On ne va pas venir prendre Alain Djipou comme ça. Non, on a des juristes. Les questions La juriste n'est pas en branle, selon vous? Les questions de procédure sont ce qu'elles sont. Oui. On en est là. Mais il a même fallu que ce soit une pression externe. Pour qu'on en arrive là, vous savez très bien que c'est le FMI qui nous met la pression pour qu'on ait au moins pour obtenir une traçabilité de ce qui a été... Donc pour vous, on met toute cette pression parce qu'on va obtenir la deuxième phase? S'il n'y avait pas cette deuxième phase-là, il n'y aurait pas de pression. C'est pour ça que je voulais vous indiquer qu'il y a une sorte d'impunité qui fait en sorte que le vol, la corruption, c'est devenu le sport favori de monsieur tout le monde au Cameroun, enfin tous ceux qui gèrent la fortune publique. La plupart, à quelques exceptions. Pas seulement la fortune publique. Non, nous sommes dans le cadre. Pas seulement la fortune publique. Nous sommes dans le cadre. On va y arriver. Nous sommes dans le cadre du trésor public, Maître. Il s'agit des fonds des Camerounais. C'est l'argent public dont il est question. On ne parle pas de l'argent des organisations ou bien du secteur privé. C'est vrai qu'il y a des détournements un peu partout, mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est le trésor public. Et donc, de ce côté-là, il n'y a pas de sérénité. Le gouvernement a pensé, moi je ne suis pas son avocat, a pensé que en mettant la gestion des fonds entre les mains du PNUD, avec ses manuels de procédure, ça peut amener les gens à respecter certaines éthiques dans la gestion, une bonne gouvernance. Et donc, cette façon de faire, je suis d'accord avec Maître, c'est une insulte à l'intelligence, à la compétence même du Cameroun. C'est comme si dans ce pays, il n'y a pas de compétence, il n'y a pas de personne honnête, digne, crédible, qui puisse gérer selon l'orthodoxie. Il faut donc... C'est ce que ça veut dire. Mais c'est l'interprétation que moi je fais de on ne peut pas trouver d'autres Camerounais qui pouvaient mener cette opération? Tout le monde n'est pas corrompu dans ce pays, voyez-vous. Tout le monde n'est pas corrompu. Et
ne nous voilons pas la face. Il y a des gens qui sont intègres, bien, même dans ce gouvernement, il y a des gens qui essaient de faire des choses, on ne va pas citer les noms. On n'est pas là pour distribuer les points, les mauvais points. Non. Nous disons simplement que, en réalité, le choix du gouvernement d'utiliser le PNUD comme une agence d'exécution, comme une sorte de gendarme des fonds qui seront collectés, traduit tout simplement un malaise. C'est-à-dire que le gouvernement ne fait plus confiance à lui-même. Puisque le gouvernement est là pour diriger, pour gouverner, c'est diriger, prendre des options. Si le gouvernement ne peut pas exécuter un plan sur l'aspect financier, il fait donc quoi là? Monsieur le Premier ministre, vous devez démissionner. Parce que vous avez avoué à la face du monde que vous ne pouvez pas gérer 100 francs. C'est une honte. Moi, je reprends l'expression de Maître Dié. C'est une honte pour les Camerounais. Ça ne nous ressemble pas. Et tout ceci parce qu'il y a une culture de laisser faire, de laisser pourrir. On nous a... Souvenez-vous, on a été deux fois champion du monde de la corruption. Ce n'est pas un record qui sort de nulle part. C'est parce que cette affaire est devenue rampante. La corruption a atteint des proportions des plus insoupçonnables dans ce pays. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, dès qu'on veut réaliser un projet, il faut qu'on s'entoure des manières de procédure les plus rigoureuses. Pour qu'on s'assure qu'il y aura traçabilité. Sinon, vous avez vu avec le Covid. C'est un scandale. Barista, sur cette situation, est-ce que c'est le même sentiment? On connaît les Camerounais. Est-ce que le gouvernement n'a pas, peut-être pour sauver les meubles, pensé à confier ça au PNUD? Yeah, before I answer that, I want to buttress on what my senior colleague... Oui, Maître Kenyi. Yes, he gave a very good exposure of the situation. You know, development is a human right. And as he rightly put it, you must be able to identify the needs of the people to do... Le besoin d'abord. Yes, to do a proper development for these people. He rightly put it that what the Anglophones need is not those roads. It's not food. It's not school. It's not... They want to go back to the 1972 and 1963 agreement that they had. It's one agreement that they had to join Cameroon, La République. 1961. Yes. Then my senior colleague Ben Biga said that there is a difficulty in maybe looking for a solution for the Anglophone crisis, which he said is because there are two extremes. I partly agree with him, but I want to go further to say that if we're given the opportunity to have the all Anglophone conference, the conference general, you would have realized that majority of the Anglophones, or a good number of Anglophones, would have been opting for the federalism, because what initially what created the current Anglophone crisis today was a return to that the federal system of government. So it's not like it is only Ambazonians, right? They actually no. The majority of Cameroonians want federation, as much as I do. Now to come back and talk about calling a foreign body to manage the funds, you see, I agree with the two other members of the panel. It is indicative that the government does not trust its ministers, and the question is are they honest in that feeling? The answer is yes. You've seen that every time that they have a bit of money and they put at the disposal of ministers, you always come back that they'll go to prison, they'll be locked up. So I think if they have to manage this well and they think that an international body could manage it, I think he's being honest about that. Ok. Voilà, Maître Biliga fait confiance aux Camerounais et on suppose qu'il devait avoir encore des détournements ou bien le PNUD. C'est la meilleure option. Je l'ai dit tout à l'heure en disant que si on pouvait ne pas passer par le PNUD, ça aurait été mieux. Je l'ai dit. Maintenant, s'il y a les bailleurs de fonds à qui on demande de l'aide et qui pensent qu'ils peuvent poser des conditionnalités, notamment qu'il y ait une structure autre et plus crédible qui puisse s'assurer, permettre que l'argent qu'ils vont investir serve effectivement, on arrive à ce stade-là. Mais je voudrais dire une chose quand même. Je ne sais pas si, lorsque vous notez la présence
de nos frères, d'autres enfants anglophones, dans les régions francophones, dans les écoles francophones, vous pouvez dire que c'est pas l'école, que l'école n'est pas importante pour vous. Comme j'ai entendu sur ce plateau. C'est-à-dire qu'on vous dit, non, l'école, ça vaut pas la peine, les dispensaires, laissez-moi parler. L'école, ça vaut pas la peine, les dispensaires, ça vaut pas la peine. C'est pas la priorité. Si c'était pas la priorité, les gens ne partiraient pas de combat, de Boya pour venir mettre les enfants ici, à Ebolova et partout. Soyons quand même un peu honnêtes. Je veux dire que l'école participe à la paix. Et je voulais vous dire une chose, beaucoup de gens l'ont souvent dit ici. Si l'État avait opté pour la guerre vraie, ceux qui ont vécu, moi je n'étais pas né à l'époque, qui ont vécu la guerre de l'indépendance, ils vont vous dire, quand j'étais la PAM ici au marché Congo, etc., ça existait dans ce pays. Où on a massacré des gens dans les régions Bamdeke, dans les régions Bassa et autres. Ça existait pour mater la rébellion. Est-ce qu'on utilise la même méthode aujourd'hui? Vous croyez que lorsqu'on a ce qu'on appelle les drones et autres là, les drones n'identifient pas l'endroit où il y a ces gens et qu'on peut commencer? C'est parce qu'on n'a pas les moyens. La sécurité ici. Non, confrère. If you have visited, I don't know if you have visited those places and see what is happening. Let me continue, please. Okay. Ce que je voudrais dire, c'est que nous ne sommes pas pour la guerre, ni le parti du RDPC, ni le pays, nous sommes un parti de paix, de regroupement. Mais je dis que si l'État et le gouvernement avaient été investis dans la guerre proprement dit, peut-être qu'on ne parlera même pas de cette crise. Donc il y a des portes qui sont ouvertes pour la négociation, pour la recherche de la paix à travers des voies de dialogue. Je crois que c'est ça qu'il faut le dire et on continue à le faire. Maintenant, je dis, lorsqu'on vous dit que oui, la gestion des Camerounais, moi j'aime sourire. Tout à l'heure, je vous taquiner mon confrère, mon jeune confrère et ami Fabien, en lui disant, mais écoute Fabien, on a vu comment on a géré un projet qui est issu de l'appel à la générosité publique. Et là, un appel à la générosité publique, c'est un agent public. Géré de cette manière-là. Oui. On a vu ce qui s'est passé dans ce cadre-là. Ça veut dire que le problème, ce n'est pas forcément le gouvernement, c'est nous les Camerounais qui posons des actes. Merci, Maître Bilga. On revient après le journal parce que le journal est annoncé. Une page de pub et vous allez retrouver Madame, Monsieur Cédric Noufélé pour le 20h. Quel est votre vin préféré? Pour moi, c'est la cuvée du roi.